Donc moi je vais parler d'Android Wear, juste après Android TV, donc c'est une autre façon de voir Android encore une fois. Et donc je pense que c'est important de bien comprendre les différences et on va voir que là on n'a pas du tout les mêmes contraintes, mais au final on a un système qui est très similaire, quoi. Donc une rapide présentation de qui je suis pour vous présenter ce sujet-là. Donc je m'appelle Cyril Mottier, vous pouvez me trouver sur mon site internet si vous avez envie de lire des choses sur tout ce qui est autour d'Android, la mobilité, la UI, voilà, des choses plutôt sur ces sujets-là. Je suis aussi Google Developer Expert, donc comme Eyal et Xavier. Et puis je travaille dans une startup qui est basée à Paris. Donc là, je suis obligé de passer par le petit moment pub, qui s'appelle Capitaine Train. Qu'est-ce qu'on fait chez Capitaine Train? Je vous la fais courte parce que vous avez la dalle. On révolutionne la façon de vivre ou d'acheter des billets de train et de voyager en train. Donc on est dispo sur plusieurs plateformes, originellement sur le web, mais bien sûr, je suis là pour ça aussi sur Android et surtout aussi sur iOS. Et surtout sur Android Wear. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, parce que je vais vous faire en gros un retour d'expérience sur notre application Android Wear qui est sortie en juillet dernier. Donc cette présentation, en fait, je vais la séparer en deux grandes parties. La première partie sera vraiment sur des aspects très ergonomie, expérience utilisateur et interface graphique. Et la deuxième partie sera plus sur une partie technique. Donc la première partie, je pense que, enfin, vous êtes la plupart d'entre vous développeurs ici, mais je pense que c'est important de bien comprendre les différences de paradigme entre ce qu'on appelle les terminaux tenus à la main, donc handheld en anglais, donc qui sont le téléphone ou la tablette, et puis des paradigmes plus wearable, donc une technologie métable. Alors, si vous aimez pas utiliser les anglicismes, c'est ça, mais technologie métable en français. Moi perso, je dis Android Wear, voilà. Donc en fait, le constat, il est assez simple, hein. Ça part de ce constat-là, c'est-à-dire que Android Wear a essayé de simplifier la vie de tous les jours. Et donc pour simplifier la vie de tous les jours, on a essayé de comprendre ce que c'est que la vie de tous les jours. Et en fait, on se rend compte que quand on utilise ton téléphone, on vit sa vie tous les jours, voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et puis il y a un moment dans la journée où on a besoin de regarder quelque chose sur son téléphone. Bah, cette étape-là, elle passe d'abord par la recherche du téléphone. Donc c'est ce que j'ai appelé ici Get Phone. Et donc cette recherche du téléphone, bah, elle peut être facile quand vous avez tout le temps votre téléphone dans votre poche et que vous savez dans quelle poche c'est, si c'est à droite, à gauche. Mais des fois, votre téléphone, il est resté dans la voiture, ou des fois, il est sur le bureau, etc. Donc c'est un temps qui est incompressible, mais qui pourrait l'être, en fait, si on avait un téléphone qui était plus facile d'accès. Puis une fois que vous avez votre téléphone, vous utilisez ce téléphone. Imaginons par exemple que vous souhaitiez regarder vos SMS, vous regardez vos SMS, mais comme le téléphone est quelque chose de assez distrayant, vous allez probablement aller regarder aussi vos mails, peut-être lemonde.fr, les dernières news, etc. Et puis ensuite, quand vous avez fini, vous reposez votre téléphone là où il était, et puis vous continuez à revivre votre vie. Et ce motif se répète en fait chaque jour, beaucoup de fois, 50, 100 fois, etc. Et en fait, Android Wear part de ce constat-là en se disant c'est dommage de perdre autant de temps à chercher son téléphone, à l'utiliser. Si on pouvait simplement simplifier tous ces motifs qui se répètent chaque jour, on pourrait tout simplement privilégier du coup le temps passé à vivre sa vie et à essayer de diminuer les interactions en fait, entre l'homme et la technologie. Et donc c'est ça que Android Wear essaie de corriger en fait. Il essaie tout simplement de réduire les interactions à leur minimum, en présentant une information qui est très succincte, et on le verra par la suite, qui est facile d'accès et qui surtout n'est pas distrayante par rapport à ce qu'on peut trouver sur téléphone ou sur tablette. Et l'autre paradigme qui est vraiment très différent, c'est le paradigme des applications. Donc on est habitué sur téléphone à, là vous le voyez bien à gauche, vous avez un Nexus 5 avec le launcher. Lorsque vous voulez une application, vous cliquez sur une icône qui représente cette application, et puis cette application démarre en mode full screen, et là vous êtes complètement de façon immersive dans cette application. Et bien, dupliquer ce modèle-là sur Android Wear n'aurait pas vraiment de sens en fait. Tout simplement parce qu'Android Wear, l'idée n'est pas quand vous, utilisateur, avez besoin d'une application que vous allez la démarrer, c'est plutôt qu'Android Wear va détecter automatiquement si vous avez besoin de cette application et l'ouvrir. Donc c'est vraiment deux paradigmes vraiment complètement différents qu'il faut bien prendre en compte lorsqu'on commence à développer sur Android Wear. En clair, ça revient à quoi? Comme dirait un grand gars chez Apple qui s'appelle Steve Jobs, excusez-moi, think different. Donc il y a une faute, hein. Normalement c'est think differently, mais bon,
Vous le prenez comme vous voulez, mais vraiment l'idée, elle est là, c'est que tout ce que vous avez pu, ou tout ce que vous pouvez connaître sur téléphone ou tablette, eh bien, tout ça, c'est vraiment différent sur Android Wear. Donc, quand vous voulez démarrer une application pour Android Wear, je pense qu'il y a 3 principes d'ergonomie qui sont vraiment à garder à l'esprit. Et ces 3 principes-là sont la contextualité. Le second, c'est ce qu'on appelle glanceable en anglais, donc plutôt la visibilité en un clin d'œil. Et enfin, le fait d'avoir peu ou pas d'interaction. Donc je vais revenir sur ces 3 principes pour bien vous les expliquer. Donc première chose, la contextualité. Donc si on pouvait donner une phrase simple pour résumer la contextualité, c'est donner la bonne info au bon moment. C'est cinéma time. La contextualité, c'est vraiment très important et je pense que le meilleur exemple de la contextualité sur une application Android Wear actuelle, c'est Google Now. Google Now vous présente la météo. Donc là, quand je faisais ces slides, en fait, j'étais à Lyon, j'habitais à Lyon à l'époque, maintenant j'habite à Nantes. Mais donc, il me présentait tout simplement la météo là où je me trouvais, puisque c'est une information qui me permet, qui est très contextuelle, ma position GPS. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Google Now va aussi utiliser d'autres informations sur votre contextualité. Par exemple, lorsque je dois venir à Paris, 2 jours avant, Google Now commence à me présenter une information sur la météo de Paris, tout simplement parce qu'il sait, grâce à mon agenda, que je vais avoir un contexte dans 2 jours qui sera sur Paris. Et donc, il me fournit une information qui est vraiment propre à ce qu'on appelle le contexte de l'utilisateur. Donc, comment essayer d'augmenter ce contexte? En fait, quand on regarde tout ce qu'on a accès sur Android, on a accès à beaucoup de choses qui vous permettent d'avoir ce contexte de l'utilisateur. J'en ai donné quelques-uns là. Par exemple, on peut se servir du temps. Le temps, clairement, si vous souhaitez afficher, je ne sais pas, sur la montre, les programmes du soir, ça n'a peut-être pas de sens de les présenter à 8 h du matin. Les sensors, ce qu'on appelle les sensors, donc là, il y en a une multitude, que ce soit sur Android, les téléphones Android ou sur les montres Android Wear. Donc je pense par exemple au capteur de battement de cœur que vous trouvez sur le téléphone, et puis le GPS que vous allez plutôt, le capteur de battement de cœur que vous trouvez sur la montre, et puis le GPS que vous aurez plutôt tendance à trouver sur le téléphone, même si on trouve maintenant quelques modèles avec un GPS. Vous pouvez également utiliser le calendrier de l'utilisateur. Donc là, c'est ce que fait Google Now pour la météo. Il regarde tout simplement là où je vais dans 2 jours, et il me propose la météo pour dans 2 jours. Un autre helper qui peut être très utile pour avoir cette notion de contexte, c'est la notion d'activity. Donc ça c'est disponible via les Google Play Services, donc c'est des API fournis par Google qui vous permettent de savoir si l'utilisateur est en train de marcher, s'il est en voiture, s'il est en train de prendre le vélo. Donc là, par exemple, si on imagine une application Vélib, ça peut être complètement intéressant de présenter l'information Vélib que si la personne est en train de faire du Vélib. Ça n'a vraiment pas de sens si la personne, elle n'est pas à Paris déjà. Donc si vous commencez à mixer tout ça avec l'activité, donc si elle n'est pas à Paris et qu'elle n'est pas en train de faire du vélo, déjà vous savez que ça n'a pas trop de sens de présenter les disponibilités des stations Vélib aux alentours. Une autre chose que vous pouvez utiliser, c'est l'identité de l'utilisateur. La localisation, comme je disais tout à l'heure. Et puis enfin, les devices. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va revenir un petit peu par la suite. Mais en fait, Android Wear, globalement, actuellement, lorsque vous avez un Android Wear, il est connecté à votre téléphone. En vrai, quand on regarde les API, et on le voit avec la dernière mise à jour de la semaine dernière, les API, elles ne sont pas du tout juste faites pour qu'il n'y ait qu'un téléphone qui se connecte à une Android Wear. En fait, l'API est faite pour créer un réseau de nœuds, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc on peut très bien imaginer avoir 2 Android Wear, des Google Glass, je ne sais pas, des lentilles Google super bien avec Android Wear, des habits avec Android Wear. Et tout ça va se connecter dans un réseau qui va pouvoir échanger de l'information entre les différents nodes de ce réseau. Et qui permet également d'apporter du coup de la contextualité. Le deuxième principe, c'est le fait d'être visible en un clin d'œil. Et donc là, c'est clairement la glanceable en anglais. Donc c'est le fait d'apporter l'information principale en un coup d'œil.
Et donc je pense qu'un des bons exemples de cet aspect UX, c'est tout simplement l'application Maps. Donc là, par exemple, je suis venu en Vélib, j'ai utilisé Maps, voilà ce qui m'affichait. Bon là, c'était pris à Lyon encore, c'est à Lyon, Courviton, mais j'ai eu exactement le même type d'écran lorsque je suis venu en Vélib. Il m'informait en fait tout simplement de la direction à prendre pour arriver jusqu'ici. Et donc là, on le voit vraiment assez simplement. L'information, elle est très sobre. C'est 150, je dois aller tout droit pendant 150 mètres sur Courviton et j'arriverai à midi 24. Voilà, peu d'informations, pas de fioriture, tout ce qu'il faut, rien de plus, rien de moins. Et pour bien comprendre cet aspect-là, je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, bon, c'est ma femme qui m'envoie toujours un texto avant de chaque conf et qui me dit qu'il faut que je sourie, mais elle n'a pas compris que quand on parle, on a du mal à sourire en même temps. Dites ça aux Miss France. Et en fait, j'ai essayé sur Photoshop de faire un écran qui est complètement différent. Donc là, à gauche, on a ce que j'ai essayé de faire sur Photoshop, vraiment rapidement, et puis ce qu'on a en prod avec Hangout, l'application officielle disponible sur le Play Store. Et donc quand on essaie de réduire les informations présentes sur chacun des écrans, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations en fait sur l'écran de gauche. On a le titre, un titre qui dit que le message vient de Hangout. Ensuite, on a l'avatar de Cécile, son prénom. Ensuite, on a un titre send at. Voilà, donc on a énormément d'informations et en fait, on pourrait en gros résumer à il y a 6 informations sur la gauche. Alors que sur la droite, on en a 3, allez, 3,5 parce qu'on a quand même Hangout qui est affiché, mais on n'a pas le texte Hangout, on a juste l'icône. En fait, on se rend compte que l'écran de droite, il est beaucoup plus facile à ce qu'on appelle parser. Donc, c'est-à-dire que si vous regardez l'écran et que vous clignez, que vous avez la possibilité par exemple de le regarder que pour 50 millisecondes, vous vous rendrez compte que vous aurez ingurgité plus d'informations grâce à l'écran de droite que celui de gauche. Pour bien comprendre ça, il faut aussi se mettre dans un contexte de mobilité, parce qu'Android Wear, c'est ça. Donc voilà ce que ça donne. Essayez de lire ça. Je pense que vous allez plus facilement réussir à comprendre ce qui se passe à droite que ce qui se passe à gauche. Voilà. Désolé pour le vomi, mais les pizzas, c'est après. Et enfin, le dernier et troisième aspect UX qui est très important, c'est le fait d'avoir peu ou pas d'interaction. Donc là, c'est mon pote qui m'appelle ce week-end. Il me fait chier tous les week-ends, il veut qu'on discute. Donc en fait, je vais lui raccrocher au nez, on s'en fout. Donc en fait, là, typiquement, voilà ce qui se passe avec l'application téléphone. En fait, pour bien montrer le fait qu'on ait peu ou pas d'interaction, ce que fournit l'application téléphone, c'est simplement une possibilité. C'est de raccrocher, enfin deux possibilités du coup, de raccrocher ou de décrocher. Et pour fournir cette possibilité, il y a un simple mouvement qui est à faire, c'est tout simplement un swipe sur l'écran. Donc soit de gauche à droite pour raccrocher et de droite à gauche pour décrocher. Et donc ça, on se rend compte qu'en fait, le fait d'avoir peu ou pas d'interaction, c'est qu'il faut favoriser tout simplement les gestuels avec des gros patterns. Donc c'est souvent du full screen tap, du full screen swipe, des choses comme ça. Donc pour bien comprendre ça, pourquoi ça? Tout simplement, c'est qu'il faut imaginer Android Wear. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais faire une calculette. Je crois qu'il y en a sur le Play Store, malheureusement. Il y en a aussi sur l'App Store, j'ai vu ça sur l'Apple Watch. Et en fait, tout là, on se dit, les matériels design, c'est cool, il y a du flashy sur la droite, 1337, c'est geek en plus, c'est cool. Mais sauf qu'il ne faut pas oublier que la taille de la montre, c'est ça, quoi. Donc quand vous allez vouloir essayer de faire 1337, bon courage pour appuyer sur le 1 et pas sur le 4 en même temps, etc. Donc essayez toujours de favoriser ce qu'on appelle des non-error prone input. Donc ça veut dire en gros de vous assurer qu'il n'y ait pas 20 000 swipes verticaux, 20 000 swipes horizontaux possibles sur un même écran. Et pour ce faire, il faut tout simplement essayer d'utiliser l'écran comme un bouton unique. Donc soit pour faire du tap, soit pour faire des swipes. Et puis aussi, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle des voice actions. Donc vous pouvez répondre, vous pouvez très bien dire à Android Wear, voilà le type de réponse que je peux accepter, genre oui, non, peut-être. Et en fait, vous allez pouvoir parler à la montre en disant oui, non, peut-être, et il va reconnaître bien sûr ce que vous avez dit. Donc ça, c'est un pattern, mais il y a aussi carrément le full speech. Donc vous pouvez carrément parler et ce texte va être envoyé directement au téléphone pour être processé. C'est ce que fait par exemple l'application Hangout lorsque vous souhaitez répondre à un message Hangout.
Une autre petite différence entre Android Wear et ce qu'on peut trouver sur les téléphones ou les tablettes, c'est que le cycle de vie, il est similaire en fait, mais il est un petit peu modifié. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir vos méthodes onCreate, onResume, enfin onStart, etc., onResume, onDestroy qui vont être appelés. La simple petite différence, c'est que contrairement à ce que vous allez pouvoir trouver sur téléphone, par exemple lorsque vous ouvrez Chrome, vous allez sur vous ouvrez dans un onglet une page, vous éteignez votre téléphone donc en le mettant en veille. Lorsque vous revenez dans le téléphone, vous allez retrouver exactement la même interface, ou en tout cas vous allez vous retrouver dans le même environnement avec Chrome affiché et le même onglet également affiché. Bah ça, sur Android Wear, c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que lorsque vous allez mettre en veille votre Android Wear, vous allez ressortir et revenir tout le temps au launcher. Donc ça s'explique d'une façon assez simple, c'est que les interactions entre l'humain et l'Android Wear sont très focus. Et donc en fait, ça n'aurait pas de sens de dire qu'après une non-utilisation, enfin dès que vous avez fini d'utiliser la montre, que vous la mettez en veille, de revenir dedans et de se retrouver dans le même état qu'avant. Tout simplement parce que, encore une fois, ce que je mettais au début, lorsque vous utilisez une Android Wear, il faut vraiment comprendre que l'objectif, c'est d'être très focus sur la chose que vous voulez faire et de ne pas permettre à l'utilisateur de diverger vers autre chose, ce qui pourrait potentiellement lui faire perdre du temps. Et puis ensuite, la dernière petite chose au niveau UI et UX qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle d'app, donc malheureusement, il y a beaucoup de gens, quand on parle d'app, ils pensent à pastille sur un launcher. C'est une pastille qu'on démarre et qui affiche une interface plein écran, etc. Donc oui, ça peut être ça, mais ça peut ne pas être que ça. Et il y a quelques exemples, par exemple, sur Android, sur téléphone ou tablette, c'est des applications qui marchent que via des notifs. Vous n'avez pas de launcher icon, et pourtant, vous pouvez avoir une application qui est installée sur votre téléphone et qui va interagir avec l'utilisateur que via des notifications, ou carrément qui ne va pas du tout interagir. Ça peut être une application qui n'a qu'un content provider, une application qui n'a qu'un service en tâche de fond qui ne fait rien. Je ne sais pas à quoi ça sert, un service qui ne fait rien, mais ça peut être imaginable. Et donc sur Android Wear, en fait, on a bien sûr ces applications qui peuvent être full screen, mais l'idée, c'est vraiment de dire que ça n'a pas de sens. Donc c'est ce que je mettais au début, les paradigmes sont vraiment différents. Et donc Android Wear favorise plutôt l'espèce un flux en fait d'informations. Et dans ce flux d'informations, vous allez pouvoir, chaque application va pouvoir mettre une nouvelle donnée qui va être présentée sous forme de carte. Donc pour bien comprendre ça, j'ai mis une petite vidéo. Donc là, on a en gros un flux d'informations. Donc à chaque fois qu'on swipe de façon verticale, on change de carte et donc potentiellement d'application ou de notification provenant d'une application. Donc là, c'est Hangout, je swipe, là c'est le player, je swipe, ça c'est la météo. Et lorsque je souhaite complètement enlever la notification, il suffit tout simplement de swiper de gauche à droite. Et on se rend compte aussi qu'on a certaines cartes qui peuvent être qui demandent d'avoir plus d'informations, comme là ici l'avion. Vous allez pouvoir swiper de droite à gauche pour avoir plus d'informations sur cette carte. Voilà, donc ça c'était vraiment l'aspect UI UX. Maintenant je vais partir un peu sur le côté technique. Donc comment ça marche? Déjà, il y a beaucoup de gens qui pensent que du coup mon code il tourne sur Android, mon téléphone Android, et il est envoyé, je ne sais pas comment, par quelle magie, sur la montre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un device, un OS, ça on n'y déroge pas. Donc ça veut dire qu'il y a un Android sur le téléphone et il y a un Android bien sûr sur la montre. Donc ça veut dire quoi? D'un point de vue développeur, ça veut dire qu'il n'y a pas de code partagé. C'est-à-dire que ce qui tourne sur le téléphone ne tourne pas sur la montre et inversement. Il n'y a pas non plus de ressources partagées. Donc si vous avez des ressources dans votre APK, téléphone, il faut aussi les mettre. Si vous voulez accéder aux mêmes ressources de la même façon dans votre APK pour Android Wear, il faut aussi les mettre dans l'APK Android Wear. Ça veut dire également que les codebases sont différentes, que les applications sont différentes. Donc vraiment, c'est comme si, comme pour l'Android TV, vous pouvez faire deux APK différents. Là, vous n'avez en fait pas le choix. C'est-à-dire que vous devez avoir un APK différent pour Android Wear et un APK pour le téléphone. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça veut dire que si je fais du code, je vais devoir tout dupliquer, etc. En vrai, oui, mais en pratique, on va se rendre compte qu'on peut utiliser des library project, donc grâce à Gradle par exemple, qui va vous permettre de factoriser le code. Donc vous allez avoir un library project qui est utilisé par deux applications, qui sont l'application téléphone ou l'application Wear. Et c'est vraiment comme ça qu'on va permettre de fournir une même code, en tout cas du code similaire, mais qui va tourner bien sûr sur deux terminaux différents.
Donc là, c'est cool, je vous dis, ouais, mais on a 2 terminaux, 2 OS, 2 codebases, 2 APK, mais c'est-à-dire comment j'interagis, comment j'envoie de la donnée de mon téléphone à ma montre, et inversement de ma montre à mon téléphone. Bah, tout ça, ça se passe via les Play Services. Donc vous connaissez, je pense que ça ne sert à rien que je refasse un tour des Play Services. Voilà, donc les avantages, c'est que Google, enfin c'est décorrélé de la mise à jour système, donc Google peut mettre à jour les Play Services sans que Android soit mis à jour. Et puis ça permet aussi à Google d'avoir du coup de la rétrocompatibilité, donc les Play Services peuvent tourner jusqu'à des vieilles versions d'Android. Puis on peut voir aussi le côté Google, c'est-à-dire que ça permet à Google de complètement garder la main mise sur ses services. C'est intéressant aussi. C'est une approche qui est complètement compréhensible vis-à-vis d'autres acteurs comme Amazon par exemple. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Play Services en fait viennent complètement cacher la couche de communication entre les différents nodes du réseau. En vrai, comment ça se passe? Bien sûr, ça passe par du Bluetooth. Le tout est encrypté automatiquement par Google Play Services. Donc, c'est-à-dire que même si vous commencez à écouter les paquets qui transfèrent entre Bluetooth de la montre et du téléphone, vous n'aurez pas accès aux données qui peuvent être transmises entre les 2 terminaux. Et puis, bien sûr, tout ça est aussi sandboxé par application. Et donc, ce sandboxing marche de façon assez simple. C'est-à-dire qu'automatiquement, Play Services va permettre à une application genre X de communiquer qu'avec une application X Wear sur l'Android Wear. Et pour ce faire, il faut tout simplement que les 2 applications aient le même package name. C'est la seule condition pour que la communication se fasse entre les 2 applications. Donc là, encore une fois, pour favoriser la sécurité, c'est très important. Heureusement que, par exemple, une application tierce ne peut pas écouter Maps qui est en train de discuter avec la montre. Ça, c'est clairement pas possible. Seul Maps peut parler avec Maps. C'est pas une application tierce qui va pouvoir écouter ce que l'application téléphone Maps envoie à l'application montre de Maps. Au niveau utilisateur, on se rend compte qu'il n'y a pas de Play Store non plus sur Android Wear. Donc comment ça marche? En fait, tout se passe par le téléphone. Et là, c'est Inception le truc. C'est imbrication d'APK dans des APK dans des APK. En vrai, il n'y a qu'un niveau, donc ça va, c'est pas aussi compliqué que le scénar d'Inception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous téléchargez une application sur le téléphone, vous allez vous connecter au Play Store, vous allez dire je veux installer une application. Par exemple, l'application Capitaine Train. Gros exemple complètement au hasard. L'application Capitaine Train, en fait, quand on regarde l'APK, il y a un APK dans l'APK. Et en fait, le petit APK ici en orange, c'est l'application Android Wear. Et donc, une fois que vous avez téléchargé l'application, enfin que le Play Store vous a installé l'APK Capitaine Train, en fait, il y a une autre application qui s'appelle l'Android Wear Companion, qui est une application que vous installez lorsque vous avez une Android Wear, qui écoute la plupart des choses qui se passent sur le système, et notamment lorsqu'un package est installé. Et lorsqu'un package est installé, il va aller regarder dans l'APK, est-ce que cet APK a un APK Wear? Et donc là, dans ce cas-là, il va voir, ah oui, il y a un APK Wear. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement le pousser et l'installer sur la wearable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue utilisateur, tout se passe sur le téléphone. Les permissions qui sont actives, sur la wearable sont en fait à valider lors de l'installation de l'APK globale. Et c'est d'ailleurs une des guidelines. Normalement, toutes les permissions de l'APK Wear doivent être répliquées dans l'APK téléphone pour cette bonne raison, pour que les permissions puissent être demandées à l'utilisateur. Et puis, ça va aussi permettre en fait de faciliter l'installation. Après, ça peut aussi poser problème. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire une application Android Wear Only, eh bien tout ça, vous allez devoir passer par une application Android téléphone qui va en fait être un espèce de conteneur d'APK, mais qui ne va rien faire. Alors, la théorie, voilà, c'est ça. En pratique, on se rend compte qu'avoir une application Android Wear, mais pas d'application compagnon Android associée, ça n'a pas trop de sens. Donc en fait, ce pattern est assez intelligent, assez judicieux. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir un APK compagnon sur le téléphone ou la tablette pour dialoguer ou envoyer des informations sur l'Android Wear. Donc voilà, donc ça c'est le côté technique rapide, comment ça se passe lorsqu'on veut vraiment développer sur Android Wear. En fait, il y a 2 possibilités. Soit vous faites des notifications, donc c'est la façon la plus simple, soit vous partez dans une façon un peu plus compliquée, qui est de faire une application complètement custom. Donc si votre application utilise déjà des notifications, en fait, il n'y a rien à faire. Vous avez déjà une application Android Wear. En vrai, c'est pas tout à fait vrai.
Donc comment ça marche? Donc déjà, ce que je vous ai dit, c'est de la même façon que l'application Android Compagnon pousse les APK lorsqu'un APK est installé sur le téléphone. En fait, l'application Android Compagnon va aussi regarder s'il y a des notifications qui sont affichées dans le notification tray. Et si une notification est affichée, il va automatiquement les pousser sur la montre associée. Et ça, on se rend compte que en fait, ça colle aux 3 principes que je vous ai donnés au tout début. Qu'est-ce qui est glanceable, qu'est-ce qui est low interaction et qu'est-ce qui est, je ne sais plus, contextuel, merci, sur Android, et bien, tout simplement, c'est les notifs. Les notifs, ça colle au plus proche de cette définition. Il y a très peu d'interactions, vous avez un clic sur la notif et puis 3 actions au max. Vous avez peu de contenu, donc c'est clairement glanceable. Et puis vous avez une notion de contextualité parce que les notifications, vous les affichez toujours à un moment qui est opportun pour l'utilisateur. Et donc en fait, automatiquement, si vous avez ces notifications, vous allez les pousser sur la Wear associée grâce à l'application Android Wear Compagnon. Donc vous n'avez rien à faire. En vrai, comme je le dis, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est que si on imagine cette notification, donc là je crée un intent, un detail intent, pending intent, enfin le truc bien lourd, vous connaissez comment ça marche. Ensuite je crée une notification, set small icon, je vais lui mettre un titre, je lui mets aussi son pending intent pour que cet intent soit démarré lorsque je clique sur la notif. Et puis je lui mets un big text style parce que j'ai envie de mettre plusieurs informations sur le voyage par exemple. Une fois que j'ai cette notification, je demande au Notification Manager d'afficher cette notif. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a clairement une notification qui est plutôt lisible. On est sur un grand écran, on est sur un Nexus 5 là, donc l'information est clairement lisible. Sur Android Wear, on se rend compte que c'est un peu plus dommage, un peu plus décevant, dans le sens où on ne sait même pas la place. Par exemple, là je suis voiture 13, place 37, la carte, l'information est tellement grosse qu'il n'y a pas de place sur la carte pour afficher tout ça. Donc comment on peut faire? En vrai, vous pouvez continuer à faire cela sans commencer à partir sur le terrain de l'application complètement personnalisée. Et pour ce faire, il faut simplement utiliser Wearable Extender, donc qui est fourni dans la Support Library et qui permet en fait d'ajouter des extensions, on va dire, aux notifications que les terminaux Android Wear vont pouvoir utiliser lorsqu'ils affichent les notifications. Donc une chose qui est par exemple utile sur Android Wear, c'est d'afficher un background. Vous pouvez le faire tout simplement en utilisant un Wearable Extender. Donc là, je récupère un background qui permet encore d'augmenter la contextualité de ma notification. Donc là, j'ai un trajet Lyon-Paris. Pourquoi pas afficher complètement une image qui exprime la notion de Paris en fait dans cette notification. Donc je récupère une image qui représente Paris, la Tour Eiffel bien sûr. J'aurais voulu mettre les rats dans le RER, mais ça ne marchait pas, personne ne reconnaissait. Et en fait, ensuite, j'étends le builder donc de la notification en créant un nouveau Wearable Extender et en setant le background que je viens de récupérer à cette notification. Et voilà ce que ça donne, tout simplement. Alors, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, à savoir un vieux fond vert. D'ailleurs, ce fond vert n'est pas automagique, un bleu délavé comme on peut avoir sur Android TV. Là, le fond vert est en fait calculé en fonction de la couleur dominante de l'icône de l'app. Voilà. Et donc là, il a trouvé du vert plus que du noir ou du blanc. Je ne sais pas trop la logique, mais c'est ça. Une autre possibilité avec laquelle vous pouvez jouer lorsque vous faites des notifications, c'est ce qu'on appelle les piles. Donc vous pouvez tout simplement empiler des notifications les unes sur les autres pour éviter d'avoir plusieurs cartes dans le stream de l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment très important parce que ça va éviter, comme je dis, d'avoir plusieurs notifs et surtout, ça va en gros mettre une carte pour une unique application. Donc là, c'est le meilleur exemple, je pense, c'est Gmail. Si vous avez plusieurs mails, vous souhaitez afficher plusieurs notifs par mail. Donc sur le téléphone, les notifs, il n'y a qu'une notif avec toute la description des mails. Ici, en fait, ce que va faire Gmail, c'est qu'il va tout simplement afficher une notif par mail, sauf qu'il va les mettre dans la même pile. Donc ça a quoi comme avantage? C'est que automatiquement, il va les empiler. Donc là, on voit bien qu'on a un mail principal plus 5 plus. Et si vous cliquez sur 5 plus, vous allez pouvoir regarder toutes les notifs de façon indépendante. Voilà. Donc ça va permettre de lire les mails potentiellement de façon totalement indépendante. Donc les méthodes pour faire ça, c'est setGroup, donc vous mettez une string qui me permet de donner le groupe de cette pile. Sortkey, c'est pour donner l'ordre des notifs dans la pile. Et setGroup Summary, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est le sommaire, c'est la notif en fait qui fait office de sommaire pour cette pile.
Un autre principe, c'est les pages. Donc là, les pages sont très importantes quand vous avez beaucoup d'informations à mettre sur un écran qui est de taille plutôt réduite. Comment l'API, elle est très simple, hein. C'est add page. Vous passez une notification et chaque add page avec une notification que vous passez, en fait, c'est une nouvelle page. Donc là, j'ai clairement eu 2 add pages, puisque la première page étant celle de base. Ensuite, sur cette notif, j'ai fait un add page et un add page. Et voilà, j'ai eu deux pages de plus sur ma notification, ce qui me permet d'ajouter du contenu. Et puis enfin, ce que je racontais tout à l'heure, vous pouvez aussi ajouter des informations dans vos notifications, notamment des remote input, pour que l'utilisateur puisse répondre du coup à votre application. Donc imaginons Hangout, on peut mettre un remote input au bout de la notification, et lorsque l'utilisateur répond, il utilise le speech to text, et ce texte, une fois reconnu, est envoyé à l'application sous forme de pending intent aussi, je ne sais plus exactement sous quelle forme, mais c'est un pending intent qui revient dans votre application. Donc tout ça c'est cool, ça marche très bien, mais il y a malheureusement des fois où ça ne va pas assez loin, quoi. Clairement, les notifications ont leurs limites. Et je pense que le meilleur exemple, c'est Capitaine Train. Donc j'ai repris Capitaine Train. Donc ce que je vous présentais, donc à gauche, c'est la notification comme on l'a si on laisse faire le système avec l'application Android Compagnon. Et puis à droite, c'est ce qu'on a en prod actuellement. Donc en fait, on a essayé d'apporter une information qui est beaucoup plus concise parce que vraiment, on est sur un terminal qui est contraint en termes d'espace, de quantité d'informations affichables, et puis aussi parce qu'on voulait afficher des petites informations en plus, notamment l'Aztec Code qui fait office de billet. Et donc la petite histoire sur cet Aztec Code, c'est que lorsque vous êtes dans le train et que vous voulez présenter un Aztec Code comme ça, il y a 2 petites choses à respecter pour faire en sorte que le contrôle se passe au mieux et que vous ne vous trouviez pas avec une prune de la SNCF. C'est d'abord d'afficher l'Aztec Code avec une luminosité au maximum. Et la deuxième chose, c'est d'éviter que la montre passe en veille. Parce qu'automatiquement, la montre, quand vous la présentez comme ça avec le bras, si elle passe en veille au bout de 5 secondes, c'est un peu dommage pour le contrôleur. Il va falloir faire des choses comme ça avec son bras, c'est un peu chiant. Et en fait, tout ça, c'est pas possible via une notification, parce que la notification, clairement, l'objectif, c'est pas d'aller aussi loin dans les possibilités. Et bien, tout simplement, ce qu'il faut faire pour arriver à ce genre d'application, c'est de créer une application complètement personnalisée. Et donc en fait, ce qu'on va faire dans cette application, c'est reproduire le comportement de l'application Android Compagnon qui est sur le téléphone, à savoir dès qu'il y a une notif qui est poussée, enfin qui est affichée dans le notification tray, je la pousse sur la montre, et en fait on va reproduire ce comportement-là. Donc comment ça marche? En fait, si vous savez faire de l'Android, vous savez faire de l'Android Wear. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose. Les activités, les fragments, les vues, tout est là. C'est la même chose. Il y a quand même quelques petites différences. Il y a des packages qui ne sont pas disponibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sens, en fait, tout simplement. Ça n'aurait pas de sens d'afficher un navigateur sur une montre qui a 4 Go de RAM, un petit proc, voilà, donc ça n'a pas trop de sens. Android.print, ça n'a pas de sens non plus de commencer à démarrer l'imprimante de votre montre. Pareil sur le backup, l'USB, les app widgets. Donc app widgets, si vous vous rappelez bien, c'est les widgets sur le launcher. Il n'y a pas de launcher sous la façon dont on les trouve, donc ça n'a pas de sens de les avoir sur Android Wear. Ensuite, lorsque vous souhaitez par contre communiquer entre votre téléphone et votre montre, voilà ce qui vous propose les Google Play Services. Il y a 3 API. Alors ça, c'était quand j'ai fait ma conf. En fait, maintenant, il y en a 5. Donc j'ai rajouté un slide, je vous rassure. La première, c'est la Node API. Donc la Node API, pour faire simple, ça vous permet de connaître les nœuds qui sont sur le réseau. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'API, elle permet vraiment d'avoir plusieurs nœuds sur le réseau. Et là, ça va vous permettre de donner un identifiant unique pour chaque nœud sur le réseau. Et à chaque fois qu'un nœud vient s'ajouter, vous pouvez être notifié comme quoi un nœud vient d'apparaître sur le réseau. La message API, elle va être utile lorsque vous souhaitez envoyer de l'information d'un nœud à un autre, mais sous une forme de fire and forget. C'est-à-dire que vous allez envoyer par exemple de la montre vers le téléphone, le fait que les battements de cœur viennent de changer. Bon, si vous l'envoyez, si le téléphone n'est pas là, si vous n'êtes pas assez proche du téléphone, c'est perdu, mais ce n'est pas grave. C'est plutôt intéressant quand les informations ne sont pas vitales. Si vous avez des informations vitales, il faut plutôt utiliser la Data API. La Data API, globalement, c'est la même chose que Message API, sauf que le tout est synchronisé. C'est-à-dire que vous n'avez jamais de perte de message. Donc, la Data API, elle va consister en quoi? Elle va consister à dire j'ai envie de poster le fait que imaginons l'application Agenda, j'ai un nouvel agenda ce soir à minuit. Hop, on pousse le fait que dans la Data API, le fait qu'il y a un événement ce soir à minuit.
Si la montre n'est pas là, elle n'est pas là, mais une fois qu'elle va être connectée, on va resynchroniser cet événement pour lui dire en fait ce soir il y a un événement à minuit. Donc ça c'est plutôt pratique et on va s'en servir par la suite. Et puis ce que je disais, donc, la semaine dernière il y a eu des mises à jour sur Android Wear, il y a eu 2 nouvelles API qui ont été ajoutées. Donc pour l'instant on ne sait pas trop où ça va, je pense qu'on va en savoir plus sur Google I.O. Mais la première c'est la Capability API. Donc la Capability API globalement elle vous permet de connaître les possibilités qu'ont chaque nœud dans le réseau. Donc on peut imaginer par exemple qu'une montre se définit comme étant capable d'écouter les battements de cœur, ce qui n'est pas capable de faire un téléphone. Alors qu'un téléphone, lui, à contrario, il peut dire bah, « moi j'ai accès au network, bonhomme ». Et en fait, ça va permettre tout simplement de connaître mieux en fait, l'état du réseau et de demander les informations au nœud qui est capable de répondre à telle ou telle chose. Et puis la Channel API, c'est tout simplement, vous ouvrez un flux entre 2 nodes, et puis vous pouvez commencer à envoyer dans les... C'est bidirectionnel, donc vous pouvez envoyer de l'information d'un node A à un node B ou d'une node B à un node A. Sous forme de stream, output stream, input stream, enfin voilà. Voilà, donc pour finir, je vais juste partir un petit peu dans le code. Donc comment ça se passe si on veut faire l'équivalent de ce que fait Android Wear Companion sur Android Wear. Bah là, en fait, ce qu'il va y avoir à faire du côté, donc ce que j'ai appelé handheld, donc du côté téléphone, bah, il y a juste une ligne à ajouter. C'est-à-dire vous gardez votre code, puis vous dites juste à Android Wear Companion, l'application, n'affiche pas, ne pousse pas cette notification sur la montre parce que je vais m'en occuper tout seul. Et donc vous utilisez juste la méthode setLocalOnly et vous lui passez le booléen vrai. Par défaut, en fait, c'est faux. Et puis ensuite, donc ça, du côté notif, vous avez fini. En fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire le travail de compagnon. Donc, dès que vous avez une notif à envoyer, bah, il faut passer par un Google API Client. Donc, vous vous connectez au Google API Client. Donc là, le code, il est, ça n'a rien à voir avec Android Wear. Si vous faites des Play Services, c'est ça tout comme ça tout le temps. Donc, vous ajoutez l'API que vous voulez utiliser, vous ajoutez un connection fail listener, un connection callbacks, et puis une fois que vous avez lancé connect, vous allez être callbacké dans une des deux callbacks. Donc nous, on s'intéresse surtout à celle de unconnected, et c'est là qu'on va travailler. Parce qu'une fois qu'on est connecté au Play Services, on va pouvoir interagir et envoyer des données avec la Data API à la montre, par exemple. Donc une fois qu'on est connecté, qu'est-ce qu'on fait? On crée tout simplement ce qu'on appelle une put data map request. Donc en gros, on va créer un objet qui va contenir de l'information sous forme de... alors c'est très basique, hein, en gros c'est un bundle, la data map là. Donc vous avez, c'est un ensemble de clés-valeurs où les clés sont des strings et les valeurs sont des types primitifs ou des strings ou des, enfin voilà, des choses. Allez pas mettre des objets à vous parce que ça ne marchera pas, c'est juste pas possible. Il faut vraiment des objets primitifs. Donc ça veut dire qu'ici, ce qu'on veut envoyer pour afficher la notification, c'est les informations qui décrivent le trajet, donc la station de départ, la station d'arrivée, les données du barcode. Puis une fois que vous avez cette data map, vous pouvez tout simplement l'envoyer en utilisant la data API. Donc là, je fais data API.putDataItem, je passe mon Google API Client que je vais utiliser pour envoyer ça, et puis je passe la request sous forme de asPutDataRequest. Donc l'API un peu, voilà, what the fuck de temps en temps, mais ça marche bien. Et ensuite, on peut aussi passer une setResultCallback pour être notifié si le résultat n'a pas du tout pu être envoyé ou pas. Donc ça, c'est le côté téléphone. Et là, du côté téléphone, j'ai fini. C'est-à-dire que j'ai eu la notification qui est affichée. Maintenant, j'ai plus que le côté montre. Donc le côté montre, comment ça se passe? Ça se passe via un service qui est un petit peu particulier, qui s'appelle le Wearable Listener Service. Donc ça, c'est pas du tout un service que moi j'ai créé. Hein. C'est quelque chose qui est disponible dans les Google Play Services. Et c'est un service qui va être en fait démarré automatiquement par le système lorsque un nouveau data event, lorsqu'une API, en gros, une des 5 API que je vous ai présentées, vient de recevoir ou de l'information ou de changer quelque chose dans les informations. Donc que ce soit par exemple un nœud s'est connecté, un data item a été changé, supprimé, ajouté, etc. Donc nous, en fait, vu qu'on passe par la Data API, on va utiliser juste la méthode onDataChanged, qui est appelée par la Data API lorsque un nouveau data item est envoyé sur le réseau de network, le réseau de Node.
Et donc ce que j'ai fait ici, c'est du boilerplate code. En gros, le data event buffer, il a plusieurs data events. Voilà, donc je regarde tous mes data events, je regarde leur URI et puis surtout je regarde leur type. En fait, un data event a un type, c'est soit change, soit deleted, parce que ajouter c'est change et quand vous le modifiez c'est change. Et puis si vous le supprimez de la data API, vous allez recevoir un type deleted. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait une méthode qui regarde les types et qui appelle une méthode différente en fonction de si c'est type change ou type deleted. Donc type change, ça veut dire en gros qu'on vient de poster une nouvelle notification. On a poussé un data item qui représente une nouvelle notification. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On regarde tout simplement si j'ai bien le bon pass de mon URI. Donc je vérifie clairement que le data item est bien dédié à afficher cette notification. Et puis ensuite, je récupère les informations donc, dans ma data map. Donc là, c'est l'inverse de ce que j'ai fait. Donc je désérialise après avoir sérialisé dans mon bundle, l'équivalent du bundle, à savoir le data map. Et puis une fois que j'ai toutes ces informations, en fait, là, je refais ma notification côté Android Wear. Donc en gros, le code qui est ici, normalement, il est très similaire à celui que vous aviez sur le téléphone. Une fois que vous avez construit votre notification qui est aussi local only true, en vrai, ça ne change pas grand-chose parce qu'il n'y a pas d'application compagnon sur la montre qui pousserait la notif sur le téléphone, sinon ça serait le gros bordel. En gros, ça va tout le temps du téléphone vers les nodes pour l'instant, mais on pourrait imaginer tout à fait que ça aille dans tous les sens, quoi. Et ensuite, une fois que vous avez votre notification, vous avez simplement à appeler sur le Notification Manager la méthode Notify, et voilà, vous avez votre notification dans le flux de cartes de Android Wear. Et puis la dernière petite chose qu'il faut essayer de faire de la même façon que ce que fait l'application compagnon, c'est tout simplement quand vous enlevez une notif sur la Wear, c'est assez sympa pour l'utilisateur de aussi l'enlever sur le téléphone. C'est ce qui fait de base en fait l'application compagnon Wear. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que ça évite de devoir dismiss des notifs 2 fois, 3 fois, etc. En fonction du nombre de nodes que vous avez. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va en fait utiliser un data event deleted. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le type deleted, le type change, on va utiliser le type deleted. Donc une fois qu'on supprime une notif, en fait le téléphone va nous envoyer un data event de type deleted. Je regarde la notification et tout ce que j'appelle, c'est notification manager.cancel la notification avec l'ID donné par le téléphone. Et voilà. Et là j'ai globalement refait exactement le même système. Mais l'avantage de ça, c'est que là j'ai créé ma notification avec une application qui tourne sur Android Wear. Donc c'est-à-dire que quand je clique sur cette notif, je peux démarrer ce que je veux, faire ce que je veux, et en l'occurrence augmenter la luminosité au maximum et garder l'écran allumé au maximum aussi. Alors comment, maintenant que j'ai mon application, comment je la mets dans, vous savez, l'Inception, l'APK dans l'APK? En fait, si vous utilisez Gradle, c'est super simple, c'est juste une dépendance. Donc en gros, vous avez votre DSL Android, puis ensuite vous avez votre DSL Dependencies, et dans la DSL Dependencies, vous mettez Wear App et vous passez le projet qui contient le code de la Wear App. Donc en l'occurrence ici, c'est souvent l'architecture, c'est-à-dire que dans le dossier, genre mon app, vous allez avoir app, common qui est souvent la librairie qui est utilisée qui contient le code qui est utilisé dans les deux applications, et puis un wearable ou wear, ou voilà. Mais en gros, on a un dossier par app et par librairie. Voilà, donc pour finir, en gros, pour résumer un peu cette présentation, si vous souhaitez démarrer et faire de l'Android Wear, s'il vous plaît, repartez d'une feuille blanche, design from scratch. C'est vraiment important parce que, comme je l'ai présenté tout le long de cette présentation, les design process sont complètement différents et surtout les paradigmes sont vraiment différents. Si vous le faites, essayez vraiment de penser card first. Donc ça, clairement, par exemple, Apple, l'approche est un petit peu différente. Je vois qu'avec la dernière version de 5.1, on rapproche un peu le principe d'application au niveau de l'utilisateur, mais on garde quand même vraiment ce principe de carte, ce flux de cartes, comme la chose la plus visible d'un point de vue utilisateur. Donc clairement, quand vous créez une application, essayez de penser d'abord carte et pas application. L'application, c'est vraiment un fallback. Et puis enfin, essayez de garder la simplicité à l'esprit. En gros, essayez pas de faire plus compliqué que ce qu'est la montre, clairement. On est sur des devices qui sont très contraints en termes d'espace d'affichage, en termes de performance, etc. Ça n'a pas de sens de reproduire exactement votre application téléphone sur une montre. Voilà. Je vous remercie beaucoup, j'espère que j'étais assez vite et que vous n'avez pas trop faim.